Cette journée très très chargée, mais c'est fantastique. Alors on va aller maintenant peut-être plus dans le détail de la robotique connectée, dont évidemment vous avez parlé de manière plus générale. Et tout d'abord en s'intéressant au tissu mou. Et pour commencer, les modèles 3D en réalité virtuelle et augmentée et chirurgie rénale robotique. Et nous allons joindre à distance Jean-Christophe Bernard, qui fait de la chirurgie urologique au CHU de Bordeaux. Est-ce que nous avons monsieur le docteur Bernard en ligne ? Alors, bonjour. Bonjour, on vous entend, on va bientôt vous voir, je pense. Est-ce que vous avez mon écran qui s'affiche ? Ça y est, on vous voit en tout petit, mais c'est normal puisqu'on voit vos slides. Donc tout va bien, on vous voit, on vous entend. Eh bien écoutez, on vous écoute. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Donc merci à l'Académie nationale de chirurgie pour cette invitation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent, étant donné la qualité du programme. J'aurais bien évidemment voulu être avec vous. Mais je suis en Italie pour justement faire une chirurgie guidée par l'image et assistée par modélisation 3D. Donc c'est très à propos. Donc je suis chirurgien urologue au CHU de Bordeaux et je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait en partenariat avec un certain nombre de collaborateurs, dont Surgar, et je crois que Nicolas Bourdel est avec vous présent dans la salle, mais aussi Fujifilm, et ce dans le cadre de notre RHU qui s'appelle Digital Urologie 3D. Alors, en introduction, donc nous, on s'est lancé dans la chirurgie guidée par l'image et la modélisation, l'utilisation de la modélisation 3D en réalité virtuelle depuis 2014. Avec finalement une analogie qu'on peut établir entre la navigation automobile et la planification de nos actes chirurgicaux et leur réalisation. Et on peut donc comparer le scanner à une carte routière et finalement les modèles virtuels aux informations que peuvent nous apporter les assistants de navigation tels que les GPS. Et c'est finalement des outils qui vont nous améliorer à franchir le gap, combler le fossé qu'il peut y avoir entre des images 2D et une visualisation tridimensionnelle pour planifier au mieux notre acte chirurgical. Alors, quels sont les intérêts attendus de ces technologies, en particulier pour la chirurgie rénale? Ça va être d'optimiser la compréhension de l'anatomie spécifique aux patients, et en particulier en chirurgie rénale, il y a une grande variabilité interindividuelle. Du fait de l'anatomie propre du patient, mais vient se surajouter en plus la variabilité de la présentation tumorale. Donc, il y a vraiment cet enjeu de comprendre ce qu'est l'anatomie personnalisée pour chaque cas à opérer. Ça va nous permettre vraisemblablement d'améliorer la stratégie et la planification chirurgicale, anticiper les pièges, améliorer, on l'espère, in fine, les résultats de l'opération. Et puis on le verra, c'est certainement des technologies qui nous permettent d'améliorer l'expérience patient et d'améliorer aussi l'éducation pour nous, chirurgiens académiques, qui formons les jeunes générations. Le but est de compenser les difficultés avec, en ce qui nous concerne, en chirurgie rénale, plus la tumeur est complexe, comme je vous le disais, et plus le bénéfice attendu de ces technologies va être certainement élevé. Donc en chirurgie rénale, on a pour habitude de favoriser la chirurgie conservatrice et faire ce qu'on appelle des néphrectomies partielles. Et ce qu'on sait, c'est que plus la tumeur va être grosse, mal positionnée sur le rein, proche des vaisseaux, proche du île, du sinus, et plus on a de risques d'être en échec en termes de qualité de chirurgie, c'est-à-dire avoir des marges chirurgicales positives, induire pour l'organe une ischémie prolongée, finalement se trouver à devoir passer d'une chirurgie conservatrice à une chirurgie d'exérèse totale. Et en post-opératoire, on sait qu'il y a un lien direct entre cette complexité tumorale et le risque de complications post-opératoires et notamment de complications chirurgicales. Alors, comment ça se passe, l'utilisation de ces modèles 3D? On part du scanner du patient, ça va nécessiter de faire une segmentation, comme vous le voyez sur la petite vidéo, segmentation des différentes images et des différents temps d'acquisition. Donc, pour faire une bonne chirurgie rénale, il faut plusieurs temps d'acquisition. Il faut un scan non injecté, un temps avec une acquisition au temps artériel, une acquisition au temps veineux et une acquisition finalement aussi au temps excrétoire.
Donc ça vous fait autant d'images, 4 fois 600 images, et bien évidemment, on comprend qu'intuitivement, être en capacité de reconstruire, de faire une reconstruction mentale de 4 fois 600 images pour refondre une modélisation tridimensionnelle, je dirais, dans sa tête, ben, c'est un niveau de difficulté qui est surajouté. Et donc, le principe est de récupérer de ces informations 2D des informations volumiques avec la capacité à récupérer le volume du parenchyme, le volume de l'arborisation artérielle, le volume de l'arborisation veineuse, le volume tumoral et le volume de la voie excrétrice pour refondre la totalité de ces informations dans un jumeau numérique qui nous apporte donc en un seul coup d'œil l'ensemble des informations attendues de l'imagerie préopératoire. Alors juste, je vous ai fait figurer ce qu'on faisait il y a un peu plus de 15 ans. On travaillait sur ces, à gauche, là, sur ces représentations, je dirais, volumiques, surfaciques, que tout le monde peut faire facilement avec des logiciels open source. Et vous voyez pour le même patient la comparaison avec le modèle virtuel obtenu par segmentation du scanner et bien évidemment une amélioration très notable de la qualité d'information à disposition. L'étape d'après, c'est d'utiliser ces modélisations pendant la chirurgie pour faciliter donc le guidage chirurgical en direct. Et ça, c'est la technique 3D YPN qu'on a décrite dans la littérature internationale en 2021, qui correspond à descendre au bloc opératoire avec l'interface logicielle et donc un ordinateur, comme vous le voyez là sur cette petite vidéo, qui est connecté directement à la console du robot chirurgical et dont on va avoir l'affichage du modèle 3D par la fonction Taille Pro du DaVinci et qui va donc vous permettre d'avoir votre modélisation tridimensionnelle en réalité virtuelle en dessous de votre vue péropératoire et notamment donc pour faire une chirurgie guidée par l'image et au fur et à mesure de la dissection anatomique retrouver les éléments d'intérêt. La suite, c'est passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Et donc, c'est en particulier les travaux que l'on mène avec Surgar et Fujifilm dans le cadre de notre RHU. Et donc, être en capacité à refondre ce modèle numérique, ce jumeau numérique, sur la vue péropératoire, avec bien évidemment la nécessité d'une fusion d'images et donc d'un recalage de cet objet virtuel sur la vue réelle, ce qui nous permet d'avoir, comme vous le voyez sur l'image en bas, une augmentation du champ de vision du chirurgien, donc qui va être enrichi de ces informations virtuelles et donc permettre un guidage chirurgical automatisé en temps réel. Alors, la difficulté, c'est que pour aller vers cette technique de réalité augmentée, il y a plusieurs niveaux de complexité. Vous avez des niveaux de réalité augmentée très simples. C'est le Pikachu ici ou Ikea avec le fauteuil. Où vous rebalancez un objet virtuel dans une vision d'un panorama, je dirais, réel. Et puis, vous avez des choses un peu plus compliquées qui consistent à adapter l'objet virtuel sur la vue réelle et qui va nécessiter, par exemple, ici, si vous voulez habiller ce camion, eh bien, un recalage semi-rigide par exemple. Le niveau de complexité d'après, c'est imaginer que ce camion est en déplacement, il bouge, la caméra capture donc une vue qui est mobile, et bien il faut en temps réel adapter donc la déformation de notre objet virtuel sur cette vue réelle qui est en mouvement, et c'est ça vraiment toute la clé de la réalité augmentée, être en capacité aujourd'hui donc de faire ce recalage en temps réel et de le faire de façon automatisée. Donc vous voyez que si on reprend notre analogie de navigation automobile, eh bien, petit à petit, on passe de la carte routière au GPS qui vous donne des conseils et qui vous guide en réalité virtuelle à finalement l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir avec un affichage directement dans la vue du pare-brise et avec des informations qui sont recalées sur votre navigation routière en temps réel.
Alors, on vous présente ici donc certaines images, certaines vidéos de nos premiers essais menés dans le cadre de notre RHU, où vous voyez donc ici du recalage initial qui est fait manuellement et ensuite un tracking qui va être réalisé de façon automatisée. Vous avez en haut donc par exemple un exemple de tumorectomie rénale multiple par voie robot assistée, et vous voyez en vert donc la superposition des lésions tumorales qu'on est capable donc d'afficher sur le champ opératoire. Vous avez sur la vidéo de droite un peu plus volumineuse la vision de ce qu'est le tracking automatisé. Donc vous voyez que quand on bouge l'organe ou quand on rentre et qu'on sort la vidéo, il y a un recalage automatique du jumeau numérique sur la vue péropératoire. Et donc c'est vraiment ces étapes-là qui sont en cours de recherche et développement pour améliorer la fiabilité de ce recalage, améliorer la qualité de cette automatisation et améliorer la qualité du tracking en temps réel au cours de la chirurgie. Je vous montre ici un autre exemple. Donc, on a co-organisé là récemment le Congrès européen de robotique chirurgicale urologique donc à Bordeaux au mois de septembre, et ça a été l'occasion de réaliser une thrombectomie cave. Donc, lorsque la tumeur du rein envahit la veine rénale puis envahit la veine cave, avec réalité augmentée. Donc, vous voyez le repérage échographique et qui correspond à la vision du thrombus dans la veine cave. Donc, vraisemblablement, vous voyez d'autres applications qui permettent d'avoir un gain en termes de représentation de la localisation, par exemple, dans des structures anatomiques qui sont non transparentes, bien évidemment, mais pouvoir repérer le niveau d'envahissement dans une veine cave pour envisager les limites du clampage chirurgical. Et je vous le disais en introduction, un des enjeux, c'est aussi de voir comment on peut utiliser ces technologies au-delà de la chirurgie elle-même, de l'acte opératoire. Et on pense qu'il y a beaucoup à faire dans le champ de l'information personnalisée de nos patients, de leur éducation, de l'amélioration de la compréhension qu'ils ont de l'acte chirurgical qu'on leur propose, et ceci pour viser une amélioration aussi du parcours de soins et de leur intégration et de leur participation au parcours de soins d'une façon globale, incluant le dépistage, par exemple, des complications post-opératoires. Donc, on évalue en ce moment, dans le cadre de notre RHU, l'intérêt que ces nouvelles technologies peuvent avoir directement pour le patient. On avait fait une série pilote où vous voyez ici qu'on avait démontré le bénéfice de ces modélisations tridimensionnelles rendues physiques par la technologie d'impression 3D sur la compréhension des patients. On voyait une amélioration de leur compréhension de l'ordre de plus 16 à plus 50% en fonction des paramètres qu'on investigue. Et pour terminer, le dernier point, c'est aussi comment on peut utiliser ces nouvelles technologies tridimensionnelles, cette fois-ci à visée éducative, à visée de formation, de training chirurgical. Et vous avez ici donc une représentation vidéo de la génération de modèles biomimétiques qui soient le plus proche mécaniquement de ce qu'on connaît comme étant un rein, et qui permettent donc de mimer sur des modèles qui sont éthiques, responsables, qui vont éviter l'utilisation de l'animal, permettre de mimer la gestuelle, permettre de mimer les étapes chirurgicales pour simuler donc des procédures chirurgicales. Et ici, vous avez la simulation d'une procédure de néphrectomie partielle par voie robot assistée. On peut faire ça sur des modèles génériques, mais l'idée est aussi de pouvoir mimer des procédures chirurgicales patient spécifiques grâce à ces technologies-là. Donc, pour rester dans le temps qui m'était imparti et conclure, vous voyez que on peut voir un intérêt, des intérêts multiples à l'utilisation de ces technologies tridimensionnelles, en préopératoire pour la planification et l'information du patient, en péropératoire pour la navigation en temps réel par réalité virtuelle ou réalité augmentée, et de façon plus je dirais, général pour le training chirurgical et l'enseignement de nos jeunes générations de chirurgiens. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci encore pour cette invitation, en particulier à Jean-Claude Couffinet. Bravo Jean-Michel. Jean-Christophe, merci. Oh, c'est magnifique. Je voudrais qu'un autre spécialiste de la transformation digitale des actes opératoires, Michel Lefranc, puisse te poser une question, peut-être. Tu peux...
comment vous voyez, est-ce qu'il y a une correspondance entre les travaux en neurochirurgie interventionnelle numérisée et la chirurgie viscérale, même type? Moi, je trouve ça juste magnifique. Félicitations, parce que c'est magnifique à voir. Ça donne envie de devenir urologue. Donc, c'est juste très, très beau. Moi, j'ai 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est qu'on voit bien que ça s'applique à toute la chirurgie. On n'est pas limité à un domaine. Cette notion de jumeau, recalage, après, il faut s'affiner sur la spécialisation. Mais on voit bien qu'on est dans une redondance du besoin. Et là, et que ce besoin, il n'est pas inutile, parce que pendant très longtemps, on a entendu parler de gadgets. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir ces robots, ces informations supplémentaires? Il suffit d'avoir appris comme on a appris avant pour être performant. Bon, la question, elle est... et donc, sous-entendu, là, on a des choses qui sont très belles. Est-ce que vous avez pu montrer une augmentation de l'efficience, que ce soit en termes de morbidité ou en termes de parcours de soins? Oui, alors merci beaucoup effectivement pour cette question. Je suis très content que vous parliez de gadgets, parce qu'effectivement c'est encore le genre de questions qu'on me pose régulièrement, et on m'invite à faire des présentations avec des titres qui sont par exemple réalité virtuelle, réalité augmentée, gadget ou intérêt véritable. J'en ai une qui est prévue au printemps, exactement sous ce titre-là. Donc c'est un process qui prend du temps, effectivement. C'est difficile de démontrer la plus-value clinique de façon objective avec des indicateurs tels qu'on les connaît habituellement. Donc nous, on a publié en 2021 les résultats d'une étude rétrospective sur notre technique 3D YPN versus la technique classique standard, en prenant 2 centres experts comparateurs par rapport à ce qu'on faisait nous en réalité virtuelle, et donc technique 3D YPN. Et on a montré dans cette publication-là, alors qu'il y a ses limites parce que c'est un seul centre qui applique la technique, c'était nous, versus 2 autres centres, mais on a montré un gain de l'ordre de 10% en termes de trifecta. Le trifecta, pour nous en chirurgie rénale, c'est être en capacité d'être en marge chirurgicale saine, éviter les complications post-opératoires sévères et préserver au-delà de 90% de la fonction rénale préopératoire. Donc, c'est-à-dire un marqueur de qualité de l'acte chirurgical. Voilà, donc on a cette publication-là, mais on voit que c'est difficile parce que pour le montrer à grande échelle, il faudrait être capable aussi de transférer cette technologie, cette pratique à l'échelle multicentrique. Et ça, c'est une difficulté. On l'évalue à l'heure actuelle dans le cadre du RHU avec un essai multicentrique randomisé. Mais vous voyez, nous, le développement de la technique 3D YPN, ça a pris des années et c'est une évolution progressive. Et j'ai peur que notre essai, en fait, soit faussement négatif parce que dans un temps imparti court d'une étude, je dirais, multicentrique randomisée, eh ben, il faut le temps de l'appropriation de la technique et que cette technique et que ces outils modifient la façon dont les chirurgiens aussi envisagent le geste chirurgical et modifient leur pratique chirurgicale. Et ça, c'est un processus de temps long et c'est vraiment la difficulté pour arriver à mettre en évidence, sur des critères objectifs cliniques, l'impact de ces nouvelles technologies. Merci. Mais voilà, Jean-Christophe, on est en transition, mais je voulais te remercier absolument personnellement pour cette présentation.